Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne Congo Culture qui vous présente en ce jour l'émission Forum des chercheurs. Forum des chercheurs, nous sommes déjà à notre 4e numéro. Aujourd'hui, nous allons recevoir M. Akira Obambe qui est un chercheur innovateur. Il est donc à l'origine d'une conception assez exceptionnelle. Il s'agit d'un véhicule pour personnes vivant avec handicap. Il est avec nous sur ce plateau et comme à l'accoutumée, pour vous présenter ce numéro du Forum des chercheurs, je serai donc avec Monessia Chiwani. Bonjour Monessia. Bonjour Benka. Alors nous disons donc bonjour à notre invité, M. Akira. Bonjour. Bonjour M. Kaya. C'est parti pour Forum des chercheurs numéro 4. M. Akira Obambe, je disais tout à l'heure bonjour. Bonjour M. Kaya. Alors, nous vous recevons dans le cadre de cette émission Forum des chercheurs par rapport à votre innovation qui est juste derrière nous. Il s'agit d'un véhicule pour personnes vivant avec handicap. Exactement. Mais avant tout, nous sommes tentés de vous poser la question de savoir qui est M. Akira Obambe. Alors, M. Akira Obambe Uster, c'est un jeune chercheur innovateur qui a fait des études électroniques au lycée technique 5 février. Voilà, et j'étais passionné de l'électronique depuis le bas âge. Et après, quand j'arrive en terminale finalement, nous étions là en 2005, que je décide finalement de me lancer dans les projets vraiment très techniques. Jusqu'en 2012 où j'ai commencé finalement mes travaux en mécanique. Voilà. Et là, vous le faisiez en solo ou bien dans un laboratoire, un atelier particulier? Ben non, toujours seul. J'ai commencé mes bricolages, entre guillemets, dans ma chambre. Voilà, j'ai bricolé tout le temps dans ma chambre, tout le temps, même parfois pendant le cours, j'étais là en train de bricoler, je dessinais tout le temps des schémas électroniques et j'avais pas de laboratoire, j'avais pas d'atelier, donc j'avais que ma chambre pour pouvoir faire mes dessins et mes réalisations. Et vous avez commencé par quoi exactement? Quelle a été votre première conception? Alors ma première conception était un prototype de robot qui avait pour rôle de remplacer, en fait, pour aider les personnes amputées à pouvoir saisir les objets. Donc une main ou une pince robot. Voilà, j'en ai fait environ 3. Je crois que j'ai encore des vidéos dans YouTube. Donc l'idée c'était de permettre aux personnes qui ont un bras en moins de pouvoir quand même s'adapter à pouvoir saisir les objets. Donc j'ai commencé avec ces robots, ces prototypes-là. Et là nous sommes à peu près autour de quelle année comme ça? Nous sommes là en 2006, 7 ou 8. 2006, jusqu'en 2008, j'en ai produit 3 qui fonctionnaient très bien. Mais après, chaque fois je passais à un autre projet pour pouvoir essayer d'améliorer un peu ça. Parce qu'à l'époque, je voulais en fait fabriquer uniquement des robots. C'était ça. Après, très rapidement, je me suis intéressé à la mécanique. Et après, rapidement, en tout cas moi-même, je ne m'en suis pas rendu compte que j'aimais finalement les voitures. Et après, je me suis lancé à fond dans la mécanique. Et lorsque vous changez de cap, vous passez de la robotique à la mécanique, quelle est la première innovation sur le plan mécanique? Alors sur le plan mécanique, la première innovation était, en fait, est mon véhicule sport. C'est celui-là qui m'a finalement fait connaître parce que c'est grâce à ce véhicule que je suis devenu entre guillemets Monsieur Oz, parce que c'est dans cette course-là de fabrication d'un véhicule que j'ai tout appris. De la soudure, parce que de base, je vais le dire, de base, je suis informaticien. J'ai fait des études à l'EAD, nous sommes là en 2008. 2008, j'ai fait à l'EAD, donc les réseaux et télécoms. Mais après, je me suis lancé à la mécanique. Donc ma première réalisation mécanique est mon véhicule type sport. Et dans ce véhicule-là, ça m'a permis aujourd'hui de devenir celui-là qui fait la couture, celui-là qui fait la soudure, celui-là qui fait la mécanique, celui-là qui fait la peinture, donc voilà. Donc en un mot, vous êtes au four et au moulin. Exactement. Toute votre œuvre est à 100% faite par vous. Oui, je vais dire 100% faite par moi et mon équipe. Ah. Alors, puisque vous avez une équipe qui travaille avec vous, Oui. est-ce que vous pouvez déjà nous parler de votre structure? Comment est-ce que vous l'appelez? Parce que tout à l'heure, vous avez déjà un nom générique, Oz, Oui. qui est sorti. Est-ce que vous pouvez nous parler même de cette origine aussi? Et puis l'équipe qui travaille avec vous et au nombre de combien? Voilà. Alors, mon vrai prénom c'est Uster. J'ai commencé à m'appeler Oz, c'est quand j'ai commencé finalement avec l'informatique en 2002.
quand je me suis lancé dans l'informatique, je me suis inscrit dans les sites électroniques et c'est là, lors de mon inscription dans un site où on me disait que le prénom Huster n'est pas disponible. Donc j'ai dû changer jusqu'à finalement retenir Oz qui était passé. Donc en informatique, on m'appelait Oz. Et après, tout le monde s'est mis à m'appeler Oz jusqu'à ce que j'ai décidé de garder ce nom comme marque. D'abord, le nom du groupe Oz, c'est devenu un groupe Oz. Et dans ce groupe Oz, j'ai formé, sinon je continue à former des jeunes, uniquement des jeunes. Et voilà quoi. Et actuellement, vous avez une équipe de combien de personnes autour de vous? Alors actuellement, on est une équipe de 5, principalement que des jeunes. Voilà. Et aujourd'hui, nous vous recevons pour une innovation assez particulière puisque vous avez fait beaucoup de choses avant qu'on en arrive à ce chef-d'œuvre que vous nous présentez aujourd'hui. Il s'agit d'un véhicule pour personnes vivant avec handicap. Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler d'abord des motivations? Les motivations. Déjà, quand je termine le véhicule sport, quand j'avance dans le véhicule sport, je me rends compte que nous avons beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et l'idée générale du groupe OZ, c'était de trouver des solutions locales à nos problèmes. Voilà. Il s'agissait déjà de faire ça. Donc, on s'est rendu compte, moi et mon équipe, rapidement que nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons des problèmes au niveau de la santé, nous avons des problèmes au niveau des personnes vivant avec handicap. Et là, on s'est concentré sur les personnes vivant avec handicap moteur, on va dire les personnes handicapées entre guillemets, qui ont des problèmes de déplacement. Voilà. Ces personnes souffrent énormément. Ils ne sont pas comme vous et nous. On peut se rendre à des endroits plus facilement, même en courant. Même les yeux fermés, on peut s'hasarder à marcher. Mais eux, ils n'ont pas malheureusement cette possibilité-là. Donc, depuis 2011, je discute régulièrement avec ces personnes. On les demandait en fait, si on pouvait fabriquer un véhicule pour vous, quelles seraient en fait vos préférences, vos exigences? Et là, c'est là qu'on se rend compte que d'autres disent, moi j'aimerais bien avoir une marche arrière sur mon véhicule, parce qu'avec mon vélo là, c'est pas possible. Et d'autres disent, moi j'aimerais bien avoir un porte-bagages, parce que moi je suis commerçant, j'aimerais bien pouvoir charger ma marchandise et aller vendre. D'autres disent, bah, moi j'aimerais bien me balader en famille, j'aimerais bien me balader sous la pluie quand il fait chaud. Donc avec notre vélo, c'est pas possible. Alors, une petite parenthèse, M. Kaya, vous allez voir, quand vous voyez ces personnes à bord de leur vélo en train de pousser avec les mains, pour d'autres personnes, ils disent, bon, il est en train de se déplacer. Mais nous, ça nous rend sensibles parce que nous sommes des chercheurs, des techniciens, et on sait comment un système mécanique fonctionne. Et il y a trop d'efforts à fournir. Énormément d'efforts à fournir parce que ce vélo ne dispose d'aucune assistance. Ça, c'est le premier problème. Il n'y a aucune assistance, donc c'est carrément tes muscles ou c'est rien. Ou c'est tes muscles ou c'est rien. D'où la plupart sont obligés de pousser encore avec les mains, ils tournent les roues avec les mains pour pouvoir renforcer un peu. Voilà. Donc il n'y a pas une assistance de déplacement, il n'y en a pas. Ce vélo n'a aucune suspension, c'est-à-dire si vous roulez dans un endroit tel que là où on est sur une route abrupte, vous ressentez tout sur vous. Ah oui, tout sur vous. Tout ce qui a comme secousse. Tout ce qui a secousse, vous ressentez ça sur vous. Et quand vous conduisez comme ça depuis plusieurs années, inutile de vous rappeler ce que ça peut faire à votre colonne vertébrale, à votre corps. Ce vélo ne dispose d'aucun phare, donc même un simple éclairage n'existe pas sur ce vélo. Ce vélo n'a aucun klaxon. Okay? Ce vélo, bon, n'a pas de toit, donc on peut se mouiller, on peut subir tout ce qui est intempérie. À la merci de tout. Et en plus, ce vélo ne dispose pas de siège passager, parce qu'il y a ceux qui veulent se balader en compagnie, mais ils ne peuvent pas avec ce vélo. En gros, ce vélo, c'est un ensemble de problèmes. L'idée de base était bonne de pouvoir les aider à se déplacer. Oui, l'idée elle était bonne, mais l'idée n'a plus été améliorée avec le temps. Ça ne s'adapte pas aux réalités. Ça ne s'adapte plus aux réalités. Parce que même ceux qui fabriquent encore ces vélos aujourd'hui reproduisent le même schéma. Voilà, donc, sans tenir compte des difficultés. Et il y a de ceux qui ont quand même pu améliorer en faisant que ce soit motorisé, en coupant une moto, exactement. Mais malheureusement, ce système également n'est pas bien conçu. Voilà. C'est vrai qu'il est motorisé, oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus d'efforts physiques à fournir, c'est vrai. Mais seulement dans la conception mécanique, malheureusement, ce vélo, cette solution n'est pas adaptée à ces personnes-là. Alors, c'est en fonction de ça qu'on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous?
avec ce qu'on a déjà acquis comme connaissances et compétences durant notre parcours de fabrication d'un véhicule automobile et d'un véhicule sport. Parce que parmi les réalisations mécaniques, la voiture est sans doute la conception la plus difficile à réaliser. Et quand vous arrivez à fabriquer une voiture, vous pouvez fabriquer, on va dire, toutes sortes de systèmes mécaniques. Voilà. Ouais. Et après, pour nous, c'était plus facile de fabriquer le véhicule pour personnes vivant avec handicap parce qu'on est passé par beaucoup de chemins, beaucoup de choses, beaucoup d'expériences pour pouvoir produire notre véhicule sport. Donc, quand on s'est lancé finalement dans la production, parce qu'on s'est dit, mais pourquoi pas fabriquer un véhicule pour ces personnes-là? Parce que le problème est là, le besoin est réel. Et pourquoi pas fabriquer un prototype déjà? Donc, on l'a fabriqué avec une petite équipe des personnes vivant avec handicap pour avoir leurs idées, leurs ressentis, leurs émotions pour pouvoir arriver finalement à ce résultat. Et donc ça veut dire tout simplement que le produit que nous avons actuellement répond bien aux attentes de ces personnes vivant avec handicap. Exactement, parce que en le fabriquant, on était tout le temps en contact avec eux. Voilà, ils nous visitaient dans l'atelier, voilà, et ça, c'est bon, moi je suis un peu comme ça, il faut ajuster à ce niveau. Et après, au final, ça répond exactement à ce qu'ils voulaient. Voilà. Alors nous allons poursuivre cette émission, M. Akira Obambe, avec d'autres questions qui vous seront posées par ma consoeur Monissa Chiwani, à qui nous passons la parole. Monissia. Merci Benka. Monsieur Akira Obambe, quel est l'impact socio-économique de cette innovation? Alors, socio-économique, déjà au niveau social, le problème est là. Le problème est là parce que ces personnes ne peuvent pas voyager, par exemple, comme vous et moi. Il y a des compagnies qui n'autorisent pas les mototricycles à embarquer dans leur, on va dire, dans leur bus. Ils ne peuvent pas. Il n'y a même pas assez d'espace prévu pour ça. Il n'y a pas d'espace prévu pour ça. En fait, il n'y a pas une adaptation prévue pour ça. Du coup, il peut y avoir une situation, on va dire un caillou ou un point noir, il ne peut pas s'y rendre. Voilà, on va le représenter là-bas, mais physiquement, il ne peut pas s'y rendre. Il peut être, par exemple, on va dire, on va prendre Brazzaville, il peut être, par exemple, à Mafuta, il ne peut pas se rendre à Basengo, parce que la route, elle est longue. Il ne peut pas embarquer son vélo dans un bus. Ce n'est pas prévu, et puis ils ne vont pas, la compagnie déjà des transports ne va pas permettre ça. Du coup, nous, on s'est dit, ben, ça, il faut résoudre ce problème, déjà. Et puis, au niveau économique, nous, notre vision, c'est déjà de permettre à ces personnes-là d'être autonomes, de pouvoir produire. Parce que ce n'est pas des personnes qui sont incapables du tout. Non. Il y a des hommes, il y a des personnes handicapées, on va dire, excusez-moi le terme, qui sont capables de faire des choses, qui sont capables de produire des choses. C'est juste la mobilité. La mobilité est réduite. Mais c'est des gens qui sont forts, qui sont intelligents. Il y a même des chercheurs, il y a même des innovateurs. Moi, je connais personnellement un monsieur qui est dans la soudure. Il est très, très efficace dans la fabrication des machines agricoles. Il travaille même avec le programme alimentaire, le PAM. Il travaille avec le PAM lui donne des marchés pour fabriquer des machines broyeuses et tout. Mais le problème chez lui, c'est la mobilité, il ne peut pas se déplacer. Donc, nous, on va faire à ce que ces personnes-là contribuent à l'économie du pays. Pourquoi? Comment? Alors, déjà, avec ce véhicule, ça va les permettre aussi d'exercer des métiers, s'exercer on va dire, des activités. Pourquoi pas taxi-moto? Parce qu'il peut embarquer jusqu'à 3 personnes derrière, ça va lui faire un revenu. Voyez, ils peuvent également contribuer comment on appelle, au commerce, sinon à l'échange. Grâce à ça, ils pourront aller acheter des marchandises très loin, très loin, avec leur véhicule, chargé dans leur véhicule parce qu'il y a un porte-bagages qui peut supporter jusqu'à 200 kg. Pour ce prototype, il peut charger sa marchandise, revenir vendre parce qu'il y a un qui dit « Moi, je vis à Total, je vends à Texaco, mais je suis limité avec ma marchandise. » Donc, je ne peux pas prendre plus de marchandises parce que moi, mon vélo, c'est compliqué. Plus je prends de marchandises, plus ça devient lourd, plus pousser avec les mains, ce n'est plus possible. Donc, grâce à ça, le monsieur ou la dame pourra maintenant avoir une grande cargaison de vente, déplacée d'une longue distance pour pouvoir venir finalement vendre. Donc, on peut dire, pour nous, on veut intégrer ces personnes dans le système économique. D'accord. Alors, cette voiture, elle est rechargeable ou comment? On met du pétrole, essence, gasoil. Est-ce que vous pouvez nous raconter tout ça? Alors, sur ce prototype, on est parti sur une base essence. Pourquoi? Parce que pour nous, à l'immédiat, c'était facile de configurer rapidement un moteur essence. Mais sinon, on est en train de viser, de voir comment produire uniquement ces véhicules en version électrique. C'est un combat qu'on est en train de mener avec la plupart de nos partenaires. On veut uniquement produire des véhicules pour personnes
vivant avec handicap, mais électriques. Parce qu'ils ont déjà beaucoup de problèmes au niveau social. Donc, on ne va pas les ajouter encore. Je dois rouler tant de kilomètres pour recharger encore du carburant avec les réalités que nous avons dans notre pays. Donc, on ne veut pas les aligner encore dans ces réalités-là. Donc, on va produire des véhicules où monsieur ou madame pourra facilement recharger chez lui à la maison avec une prise électrique comme un téléphone portable et qui pourra le lendemain sortir, faire jusqu'à au moins 100 jusqu'à 150 km d'autonomie à charge pleine. D'accord. Monsieur Obombi, avez-vous déjà pensé à protéger cette œuvre par un brevet? Oui, nous avons pensé à ça, mais le but pour nous, ce n'était pas le plus important. Malheureusement, ça va vous paraître étrange, Pour nous, le plus important, ce n'était pas de protéger l'œuvre. Pour nous, le plus important, c'était de faire vivre l'œuvre. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de fabriquer un véhicule? On avait tous les schémas sur papier, tous les schémas en 3D sur ordinateur. Mais tout ça, c'est beau à voir. Mais seulement, nous, on ne va pas aller protéger un concept sur papier. Nous, ce n'est pas ce qu'on a voulu faire. Donc, on a voulu fabriquer ce véhicule, voir comment c'est difficile ou facile de fabriquer un véhicule. Et une fois que le prototype est terminé, c'est là maintenant qu'on dit, bon, ok, c'est bon, on peut aller protéger ce qu'on est capable de faire. Donc, pour nous, on voulait d'abord voir si on était capable de fabriquer un véhicule avant de partir à la protection. Si on n'était pas capable, déjà, on allait dire, ben non, on a essayé. C'est difficile à réaliser, c'est bon, passons à un autre projet. Mais on s'est dit non, arrivons jusqu'à la fin, voir si ça vaut la peine d'aller protéger. Et là, oui, ça vaut la peine. Donc, nous sommes déjà en pourparlers avec ceux qui nous accompagnent, notamment l'Envry, qui est derrière nous, qui nous pousse justement pour arriver à la protection. D'accord. Monsieur, vous avez fabriqué. Est-ce que vous allez vendre? Oui, directement oui, parce qu'il faut bien qu'on vive de nos recherches. Oui, on va vendre. L'idée, c'était déjà de créer l'offre, parce qu'il y a la demande. Il y a énormément de la demande. Là, on parle de Brazzaville, mais on parlera d'autres du Congo, on parlera de l'Afrique, parce que si on prend Kinshasa, ils sont nombreux à être également en mobilité réduite. On prend toute l'Afrique en général, ils sont nombreux parce que nous, on a pris le temps de vérifier. En Afrique, est-ce qu'il y a des véhicules fabriqués spécialement pour les personnes handicapées? Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. On a des systèmes adaptés pour les personnes handicapées. On a une voiture genre ordinaire, on va chez un technicien qui modifie pour qu'une personne à mobilité réduite puisse conduire cette voiture. Oui, ça il y en a. Mais une voiture conçue exclusivement pour les personnes vivant avec handicap, il n'y en a pas. Donc nous on s'est dit, ben voilà, le marché est grand. Mais pourquoi pas produire, puisqu'on sait fabriquer des voitures, pourquoi pas fabriquer des voitures pour ces personnes-là et pouvoir finalement gagner de l'argent. Ah, ça ne sera pas trop cher, j'espère. Bon, le combat est là parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est véhicule électrique est quand même coûteux. D'où nous, on a besoin des partenaires qui vont faire à ce que le prix de ce véhicule soit très bas et permettre à un Congolais, fonctionnaire ou non, commerçant ou encore un étudiant, de pouvoir avoir ce genre de véhicule. Donc on est en train de se battre pour ça. Déjà, on va passer aux versions électriques. Le coût sera un peu élevé, mais on va s'arranger pour faire à ce que le coût soit vraiment abordable. Oui. À vous, Benka. Alors, merci beaucoup. En tout cas, monsieur Akera Obambe, c'est vraiment une innovation majeure pour la société. Oui. Alors, on est tenté de vous poser la question de savoir, en faisant ce travail, est-ce que vous pouvez nous expliquer succinctement comment fonctionne ce véhicule? Parce que on voit le véhicule à distance, il est derrière nous, mais comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez prévu que tout soit fait à la main? Est-ce qu'on peut aussi utiliser le pied? Vraiment, dites-nous un peu techniquement comment fonctionne ce véhicule. Nous, on s'est basé sur le fait que la personne qui va conduire un véhicule doit avoir ses deux mains valides. Ah, okay. La personne peut être dépourvue des pieds ou encore avoir un handicap au niveau des membres inférieurs, mais elle doit être capable, avec ses membres supérieurs valides, de pouvoir piloter ce véhicule, sinon conduire ce véhicule. Il se conduit avec deux mains. À l'intérieur, c'est un guidon, tout simplement comme un vélo ordinaire. Toutes les commandes sont à portée de main, notamment l'accélérateur et le freinage uniquement. La fonction marche arrière, c'est sur un petit bouton. Dès que j'actionne le bouton, j'accélère maintenant la voiture, elle va dans le sens inverse. Et dès que j'actionne à nouveau sur le même bouton, j'y retrouve la motricité au niveau avant. En bas, il n'y a aucune commande au niveau des pieds. Voilà. Donc, tout pas de pédale. Tout se passe au niveau des mains.
Et puis la manette qu'on retrouve encore en bas à gauche, c'est juste le frein de parking, sinon le frein à main. Et manipulable aussi avec la main. Avec la main, exactement. Donc ce véhicule se conduit le plus facilement possible. Même une personne valide peut conduire. Déjà, même lorsqu'on a fait nos premiers tests, il y a des personnes valides qui ont sollicité ce véhicule. Ils disent, ah mais moi je préfère ça que d'avoir une moto, parce qu'avec ça je ne me mouille pas. Voilà. Je peux me balader avec ma petite famille derrière. Je peux mettre mes bagages dessus, je peux aller loin. Donc, il y a également cet aspect-là qui s'est évoqué. Nous, on n'avait pas pensé à ça en tout cas. Nous, notre objectif, c'était aider les personnes vivant avec handicap, d'être mobiles et puis d'être opérationnels. Mais après, il y a un autre besoin qui s'est créé. Voilà. Ça nous a surpris en fait. Ça nous a surpris. Nous, ce qu'on a encore essayé de faire dans ce véhicule, en dehors de la conduite, on n'a pas voulu limiter ce véhicule à se déplacer uniquement. D'où, ça c'est notre idée personnel, on a dit bon, on va essayer de le rendre encore plus convivial. Donc on a inséré un écran tactile à l'intérieur, on a inséré une caméra de recul, on a inséré également des fonctions internet parce que la personne pourra utiliser internet dans ce véhicule, la musique, le Bluetooth et tout ça là. Et puis on va plus tard insérer des fonctions d'appel d'urgence, ça on va voir avec nos compagnies locales. Si ils acceptent de nous accompagner, il y aura des boutons SOS où quand la personne vivant avec handicap appuie sur ce bouton, c'est soit un message qui arrive chez son médecin, voilà, qui arrive chez sa famille, qui arrive, ah tiens, ou encore chez son mécanicien, voilà, ou encore chez nous-mêmes les fabricants, oui, voilà, pour dire que non, il est tombé à tel panne, à tel endroit. Ouais. Et chez nous, nous aurons la description de sa panne directement quand tu l'auras appelé. Donc ça, on va voir avec les versions électriques parce que ça sera plus facile de configurer ça là-bas. Donc le véhicule se conduit uniquement avec les mains. Alors, par rapport à la forme du véhicule, pourquoi vous avez choisi cette forme de véhicule? Parce que nous savons tous qu'un tricycle, un véhicule à moteur à 3 roues, oui, pose souvent un problème d'équilibre. Oui. Et avec les routes que nous avons ici à Brazzaville, les virages, les ronds-points et tout comme ça, est-ce que vous pensez que ça ne va pas présenter un danger pour le conducteur? Alors, je vais dire oui et non. Tout véhicule, même à 4 roues, peut faire un tonneau. Ah, okay. Ça va dépendre de la configuration à laquelle vous faites subir votre véhicule. Ça peut être un virage très prononcé à grande vitesse, c'est clair, vous allez vous retourner. Ouais. Ça peut être l'état des routes, comme vous l'avez évoqué. Effectivement, c'est un problème. Nous, on est sur un prototype. Pourquoi 3 roues? C'est pour une maintenance facile. Donc, je n'ai pas beaucoup d'éléments à acheter. Déjà, ça c'est un point où on a vraiment évoqué lors de la fabrication. Et il faut que ce soit un véhicule très économique, peu de pièces. Et les pièces présentes doivent demander peu de maintenance. Donc, je dois faire ma maintenance peut-être après 6 mois. Voilà, c'est sur cette base-là qu'on a essayé de faire ce véhicule, on va dire ce véhicule économique. Déjà, ça ne prend pas beaucoup de place, ça ne prend pas beaucoup d'éléments, ça se gare facilement. Mais sur les versions électriques, là, on envisage déjà les 4 roues. Ouais, ça, c'est envisagé, c'est déjà sur plan, c'est comme ça. Mais sur le prototype, nous, on voulait le faire comme ça. Parce que personnellement, quand j'ai commencé à fabriquer le véhicule sport, à la base, je voulais avoir 3 roues. Ce n'est que dans le fonctionnement, il y a mon ami, mon collaborateur aujourd'hui qui me dit pourquoi tu ne fabriques pas une voiture avec 4 roues? 3 roues, ça veut dire quoi? Ouais. Pour être conforme à la norme. Voilà. Et alors, c'est ça qui m'a encore ouvert l'esprit jusqu'à modifier la configuration de mon véhicule à la base. Mais mon idée de 3 roues était toujours restée. J'ai dit non, on va faire 3 roues sur le véhicule des personnes vivant avec handicap. Et j'ai voulu personnellement garder les configurations sportives sur le véhicule en question. Donc les amortisseurs de ce véhicule, c'est des amortisseurs sport, parce que nous, on a une ADN sport dans nos réalisations. Donc on veut toujours mettre un peu fort ce qu'on fait dans les systèmes mécaniques. Et après, sur ce véhicule, vous allez voir, à l'avant, ça dispose de 4 amortisseurs. Normalement, un véhicule ordinaire, sur chaque roue, il y a un seul amortisseur des 2 côtés. Mais sur ce véhicule, c'est une particularité, il y a 2 ici, 2 ici. Donc, c'est pour permettre à ce que le véhicule encaisse plus de poids, pour renforcer également la stabilité du véhicule. Et ça peut aller en roulis. C'est vrai qu'un système à 3 roues est par nature instable, c'est vrai. Mais avec ce véhicule, grâce à cette amélioration-là, ça permet de compenser un peu cette espèce de roulis-là, cet effet de roulis. Donc du coup, ça va mieux absorber quand ça descend dans un trou. Ah, okay. Oui. Alors, lorsque vous apportez toutes ces améliorations sur votre prototype, est-ce que vous ne pensez pas que cela va aussi impacter son coût? Les personnes vivant avec handicap, nous savons tous que c'est des gens ordinaires avec un revenu moyen. Est-ce que vous pensez que ce serait... Peut-être que vous allez leur proposer quelque chose qui sera au-delà de leur revenu?
Je dirais oui et non. Ça va être coûteux, oui. Même aujourd'hui, les personnes valides ne peuvent pas s'acheter tout type de véhicule. Ça va dépendre des options, ça va dépendre du pouvoir d'achat, ça va dépendre de la marque, ça va dépendre de beaucoup de choses. D'où le fabricant, quand il conçoit sa voiture, généralement, il va sur une version de base où monsieur tout le monde peut acheter. Voilà. Après, il va sur une version haut de gamme où monsieur, pas comme tout le monde peut acheter. Voilà. Donc, celui qui a la possibilité de s'en offrir va effectivement acheter. Nous, sur le prototype, on a mis les options disponibles. Sur d'autres versions, il y aura toutes ces options-là. On ne voit pas pourquoi une personne à mobilité réduite n'aurait pas un GPS dans sa voiture. Pour quelle raison? C'est une personne comme monsieur tout le monde. Pourquoi il ne peut pas avoir un lecteur multimédia tactile? Pourquoi pas? C'est effectivement des options qui vont peut-être ajouter un coût, mais ça sera très imperceptible, qu'on ne va pas trop s'en rendre compte que bon, c'est peut-être un petit franc qu'on a ajouté sur le prix de vente, on ne va pas s'en rendre compte. Mais l'idée, c'est de permettre à ces personnes-là de vivre avec un véhicule conçu au XXIe siècle. Exactement. Le XXIe siècle, c'est toutes les commodités. Exactement, c'est la caméra de recul. Aujourd'hui, un véhicule qui sort aujourd'hui a une caméra de recul. Donc du coup, le lecteur multimédia qui est là doit être un lecteur arrimé à la norme. Exactement. Merci beaucoup. Alors, nous allons inexorablement vers la fin de notre émission, mais nous avons encore deux petites questions à vous poser. D'abord, dites-nous quelles sont les difficultés qui se présentent à vous actuellement pour que vous arriviez au terme de votre projet? Alors, les difficultés, on va le dire, hein, ce sont des difficultés d'ordre, je ne sais pas si ça se dit, partenarial. On a vraiment besoin des partenaires. Okay. On a vraiment besoin des partenaires. Le problème, ce n'est pas seulement les finances. C'est vrai que les finances également en font partie, mais on a besoin des partenaires. Parce qu'on veut se lancer sur un véhicule, sur une configuration qui n'est pas encore existante. Voilà. Donc il y a là une façon d'entrer dans le marché. Il y a l'aspect administratif, il y a l'aspect commercial, il y a les aspects techniques et effectivement pour terminer les aspects financiers. Donc moi je vous ai dit, je n'ai pas fait des études de commerce. En gros je ne sais pas vendre. Je ne sais pas vendre. Je sais concevoir des systèmes simples et complexes, mais après peut-être je ne sais pas les vendre. Donc du coup on a besoin des partenaires qui vont nous aider dans ce sens-là. Et j'ai parlé des versions électriques. Aujourd'hui, les systèmes électriques sont coûteuses. Quand je prends les batteries, par exemple, on a besoin de ces batteries. Ces batteries, ce n'est pas des batteries comme des batteries des voitures ordinaires, c'est des batteries spéciales qui font fonctionner cette électronique et ces moteurs-là. Donc, il y a une façon de les acquérir, il y a une façon de les assembler, il y a une façon de s'en procurer qui n'est pas si simple. Donc, du coup, on envisage avec certaines structures voir comment eux ils vont nous aider déjà à avoir ces batteries. Parce que nous, on veut assembler nos batteries ici au Congo. Okay. Certes, on va commander la plupart d'éléments électroniques et mécaniques, mais les batteries, on veut les assembler au Congo. On ne veut pas dépendre d'un pays pour assembler nos batteries, genre on les fait en Chine et puis non, on veut faire nos batteries ici même. Pourquoi? C'est pour garantir le Made in Congo aussi. Exactement. Et il y a aussi pour garantir cet aspect le service après-vente. Ah, okay. Parce qu'on aura vendu un véhicule qui serait en panne de batterie, il faut encore appeler la Chine. Oui. Donc, notre objectif également, c'était de faire à ce que tout soit produit au Congo. Surtout les pièces de rechange. Déjà, toutes nos pièces de rechange sont fabriquées par nous-mêmes. Voilà. J'ai acquis cette expérience quand j'étais dans le véhicule sport. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai compris la contrainte mécanique. Pourquoi aujourd'hui, sur un véhicule genre RAV4, les moyeux doivent toujours quitter là-bas. Voilà. Les suspensions doivent toujours quitter là-bas, tout doit quitter là-bas. Bon, si on fabrique... une grande dépendance. Exactement, une grande dépendance. Si on fabrique un véhicule nous-mêmes, les pièces de rechange, c'est nous-mêmes. Donc nous aurons également un service qui fournit, sinon qui vend les pièces des véhicules que nous fabriquons. Vous voyez là déjà, on est en train de créer déjà de l'emploi. Exactement. Et nous, on va donner la possibilité aux personnes vivant avec handicap physique de faire partie de notre structure, de travailler avec nous. Voilà, d'être également les fabricants des véhicules qu'eux-mêmes ils utilisent. Donc voilà un peu les difficultés qu'on a. Donc j'ai parlé des partenaires, j'ai parlé des aspects techniques et financiers. Voilà. Alors quel est le message que vous lancez à l'endroit de ceux qui vont suivre cette émission? Alors j'aimerais d'abord rappeler, monsieur tout le monde, les Africains d'ici d'ailleurs, que l'Africain n'est pas bête. Okay. L'Africain n'est pas idiot comme d'autres pays développés veulent nous faire croire. Il faut déjà qu'on brise ces stéréotypes-là. Il faut déjà qu'on dise à tout le monde
si vous êtes capable de faire quelque chose, si vous pensez que vous êtes capable de faire quelque chose, il faut travailler en équipe, il faut travailler en synergie. Nous, on a ouvert, j'ai parlé de mon équipe, il y a des amis qui sont en Europe, des Africains, qui sont en Suisse, qui m'aident tout le temps, en idées, ainsi de suite. Donc, on travaille en fait en communauté. Eux, ils voient des réalités qu'ils ont là-bas, une photo, une vidéo. Tiens, regarde un peu ce que nous, on a vu ici. Toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est déjà un apport. Voilà. Donc, l'idée, c'était de dire à tout le monde, aux Africains, aux Congolais, qu'on n'est pas bête. On est capable de faire quelque chose. Le Congo de demain, l'Afrique de demain, c'est nous-mêmes. Le Chinois aujourd'hui, il n'a aucun intérêt de fabriquer un véhicule pour vous, pour vos personnes handicapées. Lui également, il a ses personnes handicapées. Voilà. Nos problèmes. Il tient compte de ces réalités. Exactement. Vous voyez, je vais prendre une parenthèse. Vous voyez le Kavaki aujourd'hui. Il arrive jusqu'ici, mais parce que nous, on a trouvé le besoin. Et pourquoi nous-mêmes, on n'a pas fabriqué ce Kavaki-là? Alors que le besoin était là. Le besoin ici. Pourquoi on ne fabrique pas le Kavaki? Aujourd'hui, les personnes vivant avec handicap ont un problème de déplacement. Pourquoi on ne fabrique pas les véhicules pour eux? Donc le message que je veux dire, c'est que arrêtez de dormir, arrêtez de rêver, arrêtez la paresse, il faut croire en vous. Même si vous ne croyez pas en vous, il faut croire aux autres. Parce que l'idée que toi, tu as peut-être du mal à développer, essaie de partager cette idée avec l'autre, ça va se développer le plus facilement et le plus rapidement. Donc arrêtons de rester coincés. L'Afrique, le Congo a besoin de nous aujourd'hui et je pense que c'est maintenant, c'est aujourd'hui que nous devons nous réveiller. Très bien. Oui. Alors, un numéro de contact pour rencontrer M. Akira Obambe? Alors, je réponds au 06 641 72 21. Le 06 641 72 21. Et s'il vous était donné la possibilité de clôturer cette émission ou cet entretien, à qui adressez-vous ce message et pourquoi? Alors, ce message, je vais l'adresser aux jeunes. Aux jeunes, pourquoi? Moi-même, je suis jeune. J'ai été également très jeune. Quand on était au lycée technique, 5 février, je rappelle là, de 2002 en 2005, j'aimais bricoler. Les gens autour de moi pensaient que je perdais du temps. Mais en réalité, le résultat de M. Hoz d'aujourd'hui, c'est la résultante de tous ces bricolages-là. Et à ces jeunes-là, je vais les demander de continuer à bricoler, continuer à rêver. Parce que demain, dans 10 ans, dans 15 ans, vous n'avez aucune idée de ce que ça peut vous rapporter. Exactement. Tout ça là, c'est parce que j'aimais bricoler. Même avec mon défunt papa, paix à son âme, il n'aimait pas en fait que je commence avec l'informatique. Quand j'ai commencé avec l'informatique, il disait ben non, c'est une perte de temps et tout. Moi, je veux que tu fasses le bac. J'ai parlé de la terminale, mais en gros, je n'ai pas le bac. J'avais refusé de faire le bac. Et c'était un problème avec papa parce que lui, c'était le bac ou rien. Donc j'ai refusé expressément de faire le bac pour me lancer dans l'informatique jusqu'à ce qu'il m'a donné raison hein, parce qu'il voulait que je fasse. Vraiment, il a voulu. Ma première année, je n'ai pas présenté le bac 2005, je ne l'ai pas fait. Je me suis parti m'inscrire à l'EAD pour commencer mes études informatiques. Et à l'époque, l'EAD, on pouvait entrer avec ou sans bac à l'époque. Il fallait avoir un niveau terminal. J'ai eu mon CAP cette année 2005. Vu que le papa, il parlait tellement trop, bon, je suis revenu en terminale l'année prochaine, 2006. Je lui ai dit que je n'ai pas ma tête ici. J'ai fait le bac 2006. Je ne l'obtiens pas. Je dis, papa, tu vois, je ne veux pas faire le bac. Non, c'est un examen. Refais le bac 2007. J'ai refait le bac 2007. Je ne l'ai pas obtenu. J'ai dit, papa, là, tu es en train de me perdre le temps là. Parce que moi, c'est là-bas que je veux partir. Et c'est finalement en 2008 que monsieur, mon papa, va m'inscrire à l'EAD où j'ai présenté mon BTS, ma licence. Et puis, je suis parti faire des certificats. Et après, je suis allé très, très, très loin dans le domaine des réseaux. Ensuite, je suis revenu finalement dans mes projets mécaniques, dans mon bricolage. Donc, aux jeunes, je vais dire, ce n'est pas parce que vous êtes échoué que vous êtes idiot. Ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à passer en classe supérieure, à obtenir un examen, que vous ne valez rien. Non, il faut juste avoir cette vision-là, de voir qu'est-ce que vous voulez dans la vie. Ça peut être le sport, ça peut être la musique, mais essayez de voir, ne pas perdre le temps. Parce qu'on n'est plus là à refaire un examen 4 fois. Je ne vois pas l'intérêt en fait. Voilà, ça veut dire que votre vision, votre voix n'est pas là. Donc aux jeunes, je vais dire, ne rêvez pas, soyez concentrés. Ceux qui veulent faire des études, faites les études à fond. Parce que les études, je ne dis pas que c'est rien. Non, les études, c'est quelque chose. C'est vraiment la base même de tout ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, courage et en tout cas, allez de l'avant. Merci beaucoup. En tout cas, c'est par ce message très motivateur que M. Akira Obambe vient donc clôturer cet entretien. Nous rappelons donc à tous ceux qui nous suivent que nous avons reçu sur ce plateau M. Akira Obambe, qui était un chercheur innovateur.
Il est donc concepteur d'un véhicule pour personnes vivant avec handicap et nous avons donc suivi son parcours, son projet, comment il a peaufiné. Et il faut quand même rappeler que M. Akira Obambe n'est pas à sa première production, il est déjà l'auteur de plusieurs innovations et d'ailleurs il reviendra avec nous sur ce plateau lors d'une prochaine émission pour nous parler de quelque chose de spécial, un gilet pour les personnes aveugles. En tout cas, c'était un plaisir de le recevoir avec Monessia Chiwani. Nous disons tout simplement à nos téléspectateurs de continuer à suivre l'émission Forum des chercheurs, une émission de l'Envry et qui est produite par Congo Culture. Qu'est-ce qu'on dit donc à nos téléspectateurs, Monessia Chiwani? Alors, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page Congo Culture et sur notre chaîne YouTube Congo Culture TV. En le faisant, vous allez donc suivre l'émission Forum des chercheurs.